Un matin de juillet, une jeune mère emmena son fils de 2 ans faire une randonnée matinale dans les Rocheuses. Aucun des deux ne rentra jamais à la maison. Les gardes forestiers ont affirmé qu'ils avaient dû tomber, se perdre ou avoir eu un accident. Pourtant, aucun corps n'a été retrouvé et aucun indice n'a été trouvé. Puis, 6 ans plus tard, des chercheurs du parc étudiant l'activité thermique à l'intérieur d'une source chaude sur la montagne sont tombés sur des preuves si horribles qu'elles hantent encore tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Mark Brennan était assis à son bureau, peinant à se concentrer sur les rapports trimestriels étalés devant lui. Les chiffres se confondaient, refusant de prendre sens, malgré le nombre de fois qu'il les examinait. Près de 6 ans s'étaient écoulés depuis que Sarah et Ethan avaient disparu lors de ce qui aurait dû être une simple randonnée d'une journée dans les Rocheuses. Son téléphone sonna, un son strident qui le perturba. Le numéro ne lui était pas familier, juste un indicatif régional du Colorado. Son estomac se serra lorsqu'il répondit. « Monsieur Brennan », dit une voix. « Ici l'inspectrice Patricia Chen du bureau du shérif du comté de Park. Je dois vous parler de l'affaire de votre femme et de votre fils. » La tasse de café glissa des mains de Mark, un liquide brun se répandant sur les documents financiers. Après 6 ans de pistes sans issue et d'espoir s'amenuisant, plus personne n'appelait pour Sarah et Ethan. « Que as-tu trouvé ?» Sa voix était rauque. « Monsieur Brennan, je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir dans le Colorado ? Nous avons fait une découverte qui requiert votre attention immédiate. »« Dis-moi, s'il te plaît, » dit Mark en serrant plus fort le téléphone. « Sont-ils » L'inspecteur Chen marqua une pause. Une équipe de recherche étudiant l'activité géothermique a découvert des restes dans une source chaude près du réseau de sentiers des Cascades. Nous avons trouvé des objets qui, selon nous, appartiennent à votre femme. La pièce tournoya. Mark appuya sa main libre contre le bureau pour se stabiliser. Les deux ? Tu les as trouvés tous les deux. Monsieur, je pense vraiment qu'il serait préférable que nous discutions des détails à votre arrivée. Pouvez-vous prendre l'avion aujourd'hui ? Je suis en train de réserver un vol. Mark consultait déjà les sites web des compagnies aériennes sur son ordinateur, les mains tremblantes tandis qu'il tapait. Quelle source chaude ? Il y en a des dizaines dans le coin. La source Morning Glory, à environ 3 km du sentier principal. L'équipe de recherche, composée de scientifiques environnementaux de l'Université du Colorado, prélevait des carottes pour étudier les gisements minéraux lorsque leur équipement a enregistré des anomalies au fond de la source. L'esprit de Mark se remémora ce matin de juillet, 6 ans plus tôt. Il s'était réveillé avec de la fièvre et des frissons, probablement une intoxication alimentaire due au plat à emporter douteux qu'ils avaient mangé la veille. Sarah avait voulu annuler la randonnée, mais il avait insisté pour qu'ils partent sans lui. Ethan avait été tellement excité de voir « l'eau bouillonnante », comme il appelait les sources chaudes. Qu'ont-ils trouvé exactement, parvint-il à demander. Des restes de tissu correspondant à du matériel de randonnée, une armature de sac à dos, du cuir qui semble provenir de bottes, dit Chen. Son ton professionnel ne parvenait pas à masquer l'importance de ce qu'elle ne disait pas, et des matières organiques. Il nous faudra une confirmation ADN, mais vu le lieu et les objets trouvés. Et mon fils, interrompit Mark. Ethan n'avait que 2 ans. Avez-vous trouvé quelque chose qui indiquerait ? C'est de cela que nous devons discuter en personne, monsieur Brennan. La nature des sources chaudes complique leur récupération. La température élevée et la teneur en minéraux ont des effets uniques sur la conservation. Mark se leva brusquement et renversa sa chaise. Par la fenêtre, il vit ses voisins vaquer à leurs occupations habituelles du mardi matin, promener leurs chiens, partir au travail, une vie épargnée par ce drame soudain. « Je prendrai l'avion de 14h30 pour Denver, » dit-il. « On peut venir me chercher à l'aéroport. »« Je vous rencontrerai personnellement, » lui assura l'inspecteur Chen. « Monsieur Brennan, je sais que c'est extrêmement difficile. Nous allons avoir besoin que vous examiniez certains objets à des fins d'identification. Êtes-vous prêt ? J'attends des réponses depuis 6 ans, dit Mark. Je suis prêt à tout. Mais au moment même où il le disait,
Il savait que c'était un mensonge. Comment se préparer à identifier les restes de sa femme? Comment se préparer à la confirmation que la femme dynamique et aventureuse qu'il avait convaincue de déménager dans le Colorado avait trouvé la mort dans une piscine d'eau bouillante chargée de minéraux? Après avoir raccroché, Mark traversa machinalement la maison, jetant des vêtements dans un sac. Dans le couloir, il passa devant la galerie de photos que Sarah avait tenu à créer où des dizaines de cadres illustrant leurs aventures, Ethan sur les épaules de Mark au jardin des dieux, Sarah riant en essayant de monter leur tente sous une tempête, tous les trois à la piscine de la gloire du matin, juste l'été précédant leur disparition. Ethan, tout excité, pointait du doigt les couleurs prismatiques, bien en sécurité dans les bras de Sarah. Il s'obligea à détourner le regard des photos et à se concentrer sur ce qu'il devait faire, appeler son patron, réserver le vol, préparer les papiers d'identité dont l'inspecteur aurait sûrement besoin. Contacter la sœur de Sarah à Portland. Non, cela pouvait attendre qu'il en sache plus. Alors qu'il se rendait à l'aéroport 2 heures plus tard, Mark se surprit à penser à l'équipe de recherche. À quoi cela avait-il dû ressembler, s'attendant à trouver des gisements minéraux et découvrant au contraire les traces d'une tragédie vieille de 6 ans. Le détective avait évoqué des anomalies dans leur équipement, du métal provenant d'armatures de sacs à dos et d'œillets de bottes, probablement. Peut-être l'alliance en titane qu'il avait économisée grâce à ses heures supplémentaires, celle que Sarah n'a jamais retirée. Le vol passa dans un flou. Mark regarda par le hublot les montagnes du Colorado apparaître aux ces mêmes sommets qui avaient attiré Sarah comme un aimant. Elle avait grandi dans l'Ohio, un pays aussi plat que possible, et les montagnes avaient éveillé quelque chose en elle. Même après la naissance d'Ethan, elle avait insisté pour maintenir leur programme de randonnée, modifiant les itinéraires pour le porte-bébé, toujours prête avec provisions et plans d'urgence. Maintenant, enfin, il aurait des réponses, ou du moins certaines d'entre elles. La question qui le hantait le plus qu'était-il arrivé à Ethan restait muette dans les propos prudents de l'inspecteur Chen. Les sources chaudes préservaient certaines choses, en détruisaient d'autres. Quelle preuve d'un enfant de 2 ans pouvait survivre 6 ans dans une eau bouillante et acide? Alors que l'avion descendait vers Denver, Mark appuya son front contre le hublot et essaya de se préparer à ce qu'il attendait dans ces montagnes où sa famille avait disparu. L'inspectrice Patricia Chen attendait dans la zone des arrivées de l'aéroport de Denver, son allure fidèle à son attitude professionnelle au téléphone. La quarantaine avançait, le regard perçant, rien ne lui échappait, vêtu de vêtements pratiques adaptés à la montagne. Elle repéra Mark immédiatement, probablement à la tristesse et à l'épuisement qui se lisaient sur son visage. « Monsieur Brennan, dit-elle en lui tendant la main. Je suis désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Mon véhicule est dehors. Le site est à environ 2 heures de route. » Mark la suivit jusqu'à un SUV banalisé, soulagé qu'elle n'ait pas tenté de bavarder pendant qu'il quittait l'aéroport. Les montagnes se dressaient devant lui et les mêmes sommets qu'il trouvait autrefois majestueux lui semblaient désormais oppressants. L'inspecteur Chen prit enfin la parole alors qu'il s'engageait sur l'Interstate 70. L'équipe de recherche s'est montrée très coopérative. Le docteur Emily Reeves dirigeait l'étude thermique lorsqu'ils ont fait la découverte il y a 3 jours. Ils nous ont immédiatement contactés et n'ont pas perturbé le site depuis. 3 jours, répéta Mark. Tu le sais depuis 3 jours? Nous devions vérifier certains détails avant de vous contacter. L'environnement des sources chaudes pose des défis uniques pour la récupération de preuves. Nous avons dû faire appel à du matériel spécialisé et à des experts en géothermie légale. Mark contempla le paysage qui défilait. As-tu trouvé des traces de mon fils? Les mains de Chen se crispèrent légèrement sur le volant. La récupération est en cours. La source est plus profonde que prévu auprès de 12 mètres au centre. Nous avons récupéré plusieurs objets à différentes profondeurs, mais le processus est lent. La température et la teneur en minéraux de l'eau ne permettent aux plongeurs que de très courtes périodes. Ils traversèrent en silence les villes touristiques d'Idaho Springs et de Georgetown, passant devant la sortie pour Loveland Pass, où Mark et Sarah s'étaient fiancés 7 ans plus tôt. Chaque point de repère était chargé de souvenirs désormais ternis par la fin de l'histoire. Le parking du réseau de sentiers Cascade était délimité par un ruban jaune,
et plusieurs véhicules des forces de l'ordre étaient regroupés près du point de départ. Chen conduisit Mark au-delà des barrières, tandis que les autres policiers hochaient la tête d'un air sombre à leur passage. La randonnée de 3 km jusqu'à Morning Glory Pool n'avait jamais semblé aussi longue. Mark entendait l'activité avant de la voir, des voix, le bourdonnement des équipements, le chaos organisé d'une enquête d'envergure. Puis le sentier s'incurva et la piscine de Morning Glory apparut. La source chaude était exactement la même que lors de leur visite familiale, un cercle parfait de jaune et de verts éclatants rayonnant depuis son centre bleu profond. Mais cette paisible merveille naturelle était désormais entourée de matériel d'investigation. Une plateforme de plongée spécialisée avait été construite sur un bord. Des équipes de sauvetage, en tenue de protection, travaillaient méthodiquement autour du périmètre. Le docteur Emily Reeves, sa veste de l'Université du Colorado tachée de boue après des journées de terrain, s'est adressée à Monsieur Brennan. « Je suis vraiment désolé. Nous prélevions des échantillons de carottes de bactéries lorsque notre magnétomètre a détecté du métal en profondeur. Le protocole nous imposait d'examiner toute anomalie susceptible d'affecter nos données. » Elle les conduisit à une tente temporaire installée à 30 mètres de la source. À l'intérieur, des tables présentaient des objets soigneusement étiquetés à différents stades de documentation. Les jambes de Mark faiblirent en s'approchant de la première table. Malgré la corrosion, l'armature du sac à dos était reconnaissable entre mille. Sarah avait acheté ce modèle après des recherches approfondies, vantant sa répartition du poids et sa durabilité. Les restes de tissu violet encore accrochés à certaines parties de l'aluminium en disaient long. Nous pensons que c'est la structure métallique du sac qui a déclenché nos instruments, a expliqué le docteur Reeves à voix basse. Sa profondeur et sa position suggèrent qu'il avait été lesté. L'esprit de Mark peinait à assimiler cette implication. Alourdi ? Tu veux dire que ce n'était pas un accident ? L'inspecteur Chen s'avança. C'est l'une des choses que nous devons déterminer. La circulation naturelle de la source a pu déplacer des objets sur une période de 6 ans, mais certains aspects de nos découvertes sont inquiétants. Elle le guida vers une autre table. Les chaussures de randonnée de Sarah ou ce qu'il en restait gisaient là. Le cuir avait partiellement survécu aux conditions extrêmes, suffisamment pour révéler les semelles orthopédiques sur mesure qu'elle avait fait fabriquer pour ses voûtes plantaires prononcées, ses clés de voiture avec le porte-clés en métal portant encore le logo du concessionnaire, et enfin, dans un sac à preuves séparé, son alliance. Mark ramassa le sac d'une main tremblante. Le titane avait parfaitement résisté, l'inscription encore lisible, Theo the Sumi and Back and s'il y avait fait graver leur blague personnelle sur le fait de traverser ensemble les sommets et les vallées de la vie. La position des objets suggère que votre femme est entrée dans la source entièrement habillée, avec tout son équipement, dit Chen prudemment. C'est très inhabituel pour une chute accidentelle. La plupart des victimes glissent partiellement, un pied glisse, elles attrapent quelque chose, elles se penchent trop pour prendre des photos. Immersion totale avec un sac à dos et des bottes, demanda Mark d'une voix caverneuse. Sarah connaissait ses ressorts, ajouta-t-il. Elle était obsédée par la sécurité, surtout avec Ethan. Elle ne se serait jamais approchée suffisamment près pour tomber. C'est ce que nous devons étudier, répondit Chen. Il y a autre chose, l'étude de l'équipe de recherche montre que cette source présente une profondeur inhabituelle. La plupart des sources chaudes ici sont relativement peu profondes, mais Morning Glory possède une cheminée étroite qui s'étend bien plus profondément que ne le suggère le bassin de surface. Les éléments pourraient être répartis à différentes profondeurs. Mark comprenait ce qu'elle ne disait pas directement, différentes parties des preuves, différents restes, pouvaient se trouver à différents niveaux. Cette pensée lui donnait la nausée. Et les autres randonneurs ce jour-là, a-t-il demandé. Le registre des sentiers, les caméras de sécurité du parking, nous examinons tout depuis le 15 juillet, il y a 6 ans, lui assura Chen. Mais ce réseau de sentiers comporte des dizaines de sentiers interconnectés, et des centaines de personnes l'empruntent quotidiennement en été. Après 6 ans de recherche de témoins potentiels, un cri provenant du plongeoir l'interrompit. L'un des spécialistes de la récupération faisait signe d'urgence. Chen s'excusa et courut jusqu'à elle,
laissant Mark parmi les preuves des derniers instants de sa femme. Il s'efforça d'examiner chaque élément, essayant de comprendre. La montre GPS de Sarah, dont les composants électroniques étaient morts depuis longtemps, mais le boîtier intact. Ses gourdes, dont l'acier isolé présentait une corrosion minime. Tout ce qu'elle avait emporté pour une randonnée d'une journée avec leurs bambins, était maintenant disposé comme des artefacts archéologiques. Mais où était la trace d'Ethan? Pas de petites bottes, pas de sangle du porte-bébé que Sarah portait, pas de gobelet, pas de goûter, ni aucun des dizaines d'objets qu'elle emportait toujours pour leur fils. L'absence était plus forte que n'importe quelle découverte. L'inspectrice Chen revint, l'air indéchiffrable. Monsieur Brennan, l'équipe de plongée a localisé d'autres objets en profondeur. Nous allons devoir poursuivre les opérations de récupération, mais je pense que nous devrions vous ramener à l'hôtel. Ça va être long. Ont-ils trouvé quelque chose en rapport avec mon fils? Chen hésita. Pas définitivement. Mais monsieur Brennan, l'absence de preuves est significative. Si votre femme et votre fils étaient tous deux entrés dans la source, nous nous attendrions à trouver des objets appartenant aux deux. Le fait que nous ne trouvions que des objets appartenant à des adultes suggère, peut-être que votre fils n'était pas avec votre femme lorsqu'elle est entrée dans l'eau, ce qui soulève des questions totalement différentes sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mark ressentit une étincelle de quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis 6 ans, l'espoir. Si Ethan n'avait pas été là au printemps, s'il y avait eu une chance. Nous rouvrons cette affaire en vue d'une éventuelle enquête criminelle, a poursuivi Chen. Cela signifie que nous interrogerons toutes les personnes liées à cette zone, employés du parc, randonneurs réguliers, toute personne ayant pu être présente ce jour-là. C'est peu probable après tout ce temps, mais si votre fils a été séparé de votre femme avant sa mort, quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Alors qu'il retournait au départ du sentier, Mark jeta un dernier regard à l'étang de la Belle de Matin. Sa beauté trompeuse avait caché le sort de sa femme pendant 6 ans, mais elle n'avait pas emporté son fils. Quelque part dans ces montagnes, il y avait peut-être encore des réponses sur ce qui était arrivé à Ethan. La question était de savoir si ces réponses apporteraient de l'espoir ou simplement une autre forme de dévastation. À l'aube du lendemain matin, le poste de commandement était installé sur le parking du sentier Cascade. À son arrivée, Mark trouva des dizaines de secouristes rassemblés autour de cartes topographiques étalées sur des tables pliantes. L'air matinal était vif, chargé d'un parfum de pin et annonçant une nouvelle chaude journée de juillet. L'inspecteur Chen l'accueillit avec une tasse de café et un gilet fluorescent marqué « Famille ». Nous organisons des recherches quadrillées en fonction des itinéraires possibles que votre femme aurait pu emprunter. Puisque nous envisageons maintenant une scène de crime potentiel, nous inspectons également toutes les structures dans un rayon de 8 km. Des structures? Mark enfila son gilet. Le café était amer, mais bienvenu. Abri d'urgence, hangar de maintenance, ancienne cabane de mineurs. Cette zone compte des dizaines de bâtiments que les randonneurs utilisent pendant les tempêtes. Si quelqu'un croisait votre femme et votre fils ce jour-là, il leur aurait peut-être indiqué de s'abriter, surtout si le temps s'était gâté. Mark se souvenait que Sarah avait mentionné les cabanes abris lors de leur randonnée. Le service des parcs les entretenait en cas d'urgence, des structures rudimentaires avec du bois de chauffage, du matériel de premier secours et des carnets de bord où les randonneurs notaient leur séjour. Sarah avait toujours noté leur emplacement sur ses cartes dans le cadre de sa planification de sécurité complète. Un homme en uniforme de garde forestier s'approcha, son visage buriné révélant le bronzage permanent de quelqu'un ayant passé des décennies en plein air. « Inspecteur Chen, je suis le garde forestier Tom Mitchell, dit-il. Il devait avoir la cinquantaine, avec cette prestance rassurante que Mark associait aux hommes de plein air expérimentés. Son uniforme était soigné malgré l'heure matinale, la radio et son équipement bien fixés à sa ceinture. Voici Mark Brennan, se présenta Chen, le mari de la disparue. L'expression de Mitchell se transforma en une expression de sincère compassion. Je suis profondément désolé pour votre perte, monsieur Brennan. Je travaille sur ces sentiers depuis 15 ans. Votre femme, je me souviens d'elle grâce au registre des sentiers,
elle signait toujours correctement, notait son heure de retour prévue, le genre de randonneuse que nous aimerions que tout le monde soit. Tu te souviens d'elle? Marc sentit une lueur d'espoir. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi constant. Elle venait régulièrement ici, parfois avec toi, souvent avec le petit dans le porte-bébé. Mitchell sortit un carnet usé. J'ai consulté mes journaux personnels hier soir quand l'inspecteur Chen est venu pour les vérifications du refuge. J'étais d'ailleurs de service ce jour-là, le 15 juillet, il y a 6 ans. Chen se pencha en avant. Vraiment? Ce n'était pas dans le dossier d'enquête initial. Mitchell hocha la tête. J'effectuais l'entretien courant des abris de l'arrière-pays. C'est consigné dans les registres du parc, mais je suppose que personne n'a pensé à comparer mon programme d'entretien avec le dossier de la personne disparue à l'époque. J'étais au refuge de Timber Creek ce matin-là, puis j'ai redescendu vers Pine Ridge et Avalanche Creek dans l'après-midi. Ce sont tous des itinéraires possibles depuis le sentier principal, dit Marc en étudiant la carte. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Des randonneurs en détresse? C'est ce que j'essaie de me rappeler. Le 15 juillet, le mauvais temps s'est installé de manière inattendue cet après-midi-là. Rien de grave, mais suffisamment de pluie pour obliger les randonneurs non préparés à chercher un abri. Je me suis assuré que les 3 abris étaient approvisionnés et sécurisés. Le pouls de Marc s'accéléra. Sarah n'était pas prise au dépourvu, mais avec un enfant de 2 ans, elle aurait pu chercher refuge même sous une pluie modérée. A-t-on vérifié les registres après la disparition de ma famille? Ce n'est pas clair dans les dossiers initiaux, a admis Chen. Les recherches initiales se sont concentrées sur les sentiers principaux et sur l'hypothèse d'un accident. Les cabanes des refuges ont été vérifiées pour vérifier leur occupation, mais je ne vois aucune trace des registres consultés. Je les ai, dit doucement Mitchell. Tous les vieux journaux de bord. Le service des parcs a voulu les jeter lors de travaux de rénovation il y a 2 ans, mais je les ai gardés. J'ai pensé que c'était des documents historiques à préserver. Ils sont entreposés au poste des gardes forestiers. Chen a immédiatement chargé un officier de récupérer les journaux de bord tout en organisant les équipes de recherche. Marc s'est retrouvé affecté au groupe de Mitchell, se dirigeant vers les cabanes-abris pour mener des recherches approfondies avec un regard neuf. Alors qu'il marchait vers le refuge de Timber Creek, Mitchell maintenait un rythme soutenu malgré l'altitude, indiquant les caractéristiques du sentier avec l'aisance d'une longue familiarité. Votre femme connaissait bien ces sentiers. Elle savait exactement où se trouvait chaque refuge. Elle les avait tous marqués sur ses cartes, confirma Marc, le souffle court. 6 années de deuil avaient eu des conséquences néfastes sur sa forme physique. Elle disait qu'il était important de toujours avoir un plan B avec un jeune enfant. L'abri de Timber Creek apparut à travers les arbres, une simple structure en bois avec un toit en métal, mesurant environ 4 mètres sur 4. Mitchell sortit une clé et ouvrit la lourde porte, révélant un intérieur dépouillé composé de couchettes en bois, d'un petit poêle à bois, de fournitures d'urgence et de conteneurs métalliques. Voulez-vous dépoussiérer pour trouver des empreintes? Rechercher des traces de traces, demanda l'un des membres de l'équipe des experts, commençant à photographier l'intérieur. 6 ans plus tard, Marc se tenait sur le pas de la porte, imaginant Sarah ici avec Ethan, attendant la fin d'un orage transformant probablement cette expérience en aventure pour leur fils. Ethan aurait adoré la nouveauté, la maison de camping, murmura-t-il. Le problème avec ces abris, dit Mitchell à côté de lui, c'est qu'ils sont censés rester déverrouillés en cas d'urgence. Mais il arrive que des randonneurs les verrouillent accidentellement en partant, ou que le mécanisme se bloque. Je me souviens précisément d'avoir vérifié toutes les serrures ce jour-là à cause des intempéries. Ils se dirigèrent ensuite vers le refuge de Pine Ridge, une structure similaire, mais offrant une meilleure vue sur la vallée en contrebas. L'équipe des experts commença à nouveau sa documentation minutieuse, tandis que Marc essayait de se mettre à la place de Sarah. Quel itinéraire aurait-elle emprunté avec un bambin fatigué si le temps avait menacé? Monsieur Brennan, dit Mitchell en consultant à nouveau son carnet, votre femme, avait-elle l'habitude de varier ses itinéraires ou de s'en tenir à des sentiers familiers? Elle aimait explorer,
mais était prudente avec Ethan. Elle explorait d'abord les nouveaux sentiers seule, puis l'emmenait avec elle s'il convenait. Mark marqua une pause, se souvenant du jour où elle avait évoqué son envie de lui montrer l'Alpine Meadow. C'est après Morning Glory Pool, sur la boucle supérieure. L'expression de Mitchell devint pensive. La boucle supérieure la placerait près des abris de Pine Ridge ou d'Avalanche Creek si le temps s'améliorait, pas de Timber Creek. C'est l'inverse. Alors qu'il marchait vers le refuge d'Avalanche Creek, le dernier et le plus isolé des trois, Mark remarqua Mitchell s'arrêter de temps en temps pour examiner le sentier. Même après 6 ans, l'homme connaissait clairement chaque racine, chaque rocher, chaque variation saisonnière. Ça doit être étrange, dit Mark. Qu'une telle tragédie se produise dans un endroit que tu connais si bien. Mitchell resta silencieux un instant. Tous les gardes forestiers y sont confrontés un jour ou l'autre, des randonneurs perdus, des accidents, parfois pires. Mais une mère et son enfant qui disparaissent, ça vous hante. J'y pense chaque fois que je passe devant Morning Glory Pool. Quel endroit magnifique pour cacher quelque chose d'aussi terrible. Le refuge d'Avalanche Creek se trouvait dans une petite clairière, plus isolée que les autres. En déverrouillant la porte, Mark remarqua que celle-ci était dotée d'un mécanisme de verrouillage plus récent. J'ai dû le remplacer il y a 4 ans, a expliqué Mitchell. L'ancien se bloquait constamment à l'intérieur. L'équipe CSI a commencé son travail, mais quelque chose semblait différent dans cet abri, peut-être était-ce l'emplacement, la façon dont la forêt se pressait, ou la façon dont le bruit du ruisseau masquait les autres bruits. Mark pourrait imaginer quelqu'un se sentir très seul ici, très vulnérable. Si ma femme venait ici avec Ethan, dit lentement Mark, et que quelqu'un d'autre était déjà là où arrivait après. Ces abris peuvent accueillir 6 à 8 personnes, a expliqué Mitchell. Il n'est pas rare que des inconnus partagent leur abri pendant les tempêtes, la plupart des randonneurs sont des gens bien. Mais il n'a pas terminé sa réflexion. Tandis que l'équipe de recherche quittait l'abri pour inspecter la forêt environnante, Mark se tenait près du ruisseau qui avait donné son nom à l'abri. L'eau coulait, froide de la fonte des neiges, indifférente à la tragédie humaine. Quelque part dans ces montagnes, son fils avait été séparé de sa femme. Quelqu'un avait vu quelque chose, fait quelque chose, su quelque chose. La question était de savoir si 6 ans avaient enterré ses secrets aussi profondément que la source chaude avait caché le destin de Sarah. Les équipes de recherche travaillaient depuis 3 heures lorsque la radio de l'inspecteur Shane crépita, annonçant des nouvelles urgentes. Mark aidait à documenter les environs du refuge d'Avalanche Creek lorsqu'il entendit Shane reprendre son souffle. Ils ont trouvé quelque chose au poste de garde, a-t-elle dit au groupe. Nous devons rentrer immédiatement. Le retour lui parut interminable, Shane imposant un rythme effréné qui laissait Mark peiner à suivre. Mitchell le suivit, lui offrant parfois un coup de main sur les passages les plus accidentés. « Que pensez-vous qu'ils ont trouvé » demanda Mark entre 2 respirations laborieuses. « Ça pourrait être n'importe quoi » répondit Mitchell, même si son expression était devenue sérieuse. Il y a des zones réservées aux employés dans la station qui n'ont jamais été fouillées en profondeur, si un membre du personnel était impliqué. Ils ont quitté le sentier et ont découvert que le parking du poste de garde forestier était devenu une scène de crime. Des véhicules de police supplémentaires étaient arrivés et les agents établissaient un périmètre autour du bâtiment. Par les fenêtres, Mark pouvait voir les enquêteurs se déplacer à l'intérieur. L'inspecteur Shane les a accueillis à l'entrée. Nous avons obtenu un mandat pour fouiller les casiers et les espaces communs des employés. Nous avons commencé par le personnel actuel, puis nous sommes passés aux casiers plus anciens et non attribués aux anciens employés. Elle les conduisit à l'intérieur, passant devant l'espace public avec ses cartes des sentiers et ses panneaux pédagogiques, jusqu'à la section réservée aux employés que Mark n'avait jamais vue. Une rangée de casiers métalliques bordait un mur, plusieurs ouverts, avec des marqueurs de preuves placés à proximité. Le casier 47 n'a pas été attribué depuis 4 ans, expliqua Shane en s'arrêtant devant une porte métallique verte entr'ouverte. Le directeur actuel de la station a déclaré qu'elle appartenait à Jake Morrison, un travailleur saisonnier qui est parti brusquement en 2019 lorsque nous avons coupé la serrure. Mark regarda à l'intérieur et sentit ses jambes faiblir.
Sur une table voisine, des sacs de preuves contenaient un délicat collier en argent orné d'une petite boussole, le cadeau d'anniversaire de Sarah qu'il lui avait fait et qu'elle portait à chaque randonnée. À côté, une autre alliance, l'anneau en or blanc serti de petits diamants qu'elle portait en randonnée, et qu'elle gardait habituellement dans son sac en guise de réserve. C'est à Sarah, dit-il d'une voix à peine audible. Le collier, je le lui ai offert pour notre 5e anniversaire. Elle disait qu'une boussole l'aiderait toujours à retrouver son chemin. Chen hocha la tête d'un air sombre. Les objets étaient cachés derrière un faux panneau au fond du casier. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour les dissimuler. Jake Morrison, répéta Mark. Qui est-il? Mitchell s'était rapproché pour examiner les preuves sans les toucher. Je me souviens de Jake. Un jeune homme, peut-être dans la vingtaine quand il travaillait ici. Discret, réservé. Bon pour l'entretien des sentiers, mais pas très doué avec les gens. À quoi ressemblait-il? Demanda Mark, essayant d'imaginer l'homme qui aurait pu tuer sa femme. Cheveux bruns, taille moyenne, un peu solitaire, se souvient Mitchell. Il a vécu dans un logement de fonction pendant 2 saisons, puis est parti sans prévenir. Il disait avoir reçu une offre d'emploi dans l'Utah, mais on n'a plus eu de ses nouvelles. Chen consultait déjà des dossiers sur sa tablette. Jake Andrew Morrison, né le 3 avril 1994. A travaillé ici les étés 2018 et 2019. Pas de casier judiciaire, mais il est hors réseau depuis son départ. Pas d'adresse actuelle, pas de relevé d'emploi, pas d'activité de crédit. Il se cache, dit Mark en fixant les bijoux de sa femme. Il l'a tué, et il se cache depuis 6 ans. Nous lançons une alerte bolo immédiatement, lui assura Chen. Toutes les agences du pays seront à sa recherche. Brennan, j'aimerais que tu confirmes ces objets. Es-tu certain qu'ils appartiennent à ta femme? Mark tendit la main vers le collier boussole, puis s'arrêta, se rappelant de ne pas contaminer les preuves. La boussole portait une gravure au dos, nos initiales et la date. Il déglutit difficilement. Sarah ne partait jamais en randonnée sans elle, elle disait que c'était son porte-bonheur. Chen retourna soigneusement le sac de preuves pour révéler l'inscription. Elle était là, exactement comme Mark s'en souvenait, M&S, retrouve toujours ton chemin 2015. Si Jake Morrison les avait pris comme trophée, Chen ne termina pas sa phrase. Tout le monde comprenait le sous-entendu. Mais pourquoi les laisser ici? Demanda Mark. Pourquoi ne pas les avoir pris quand il s'est enfui? Mitchell prit la parole, pensif. Les casiers sont rarement vérifiés. La direction ne les vide que tous les 2 ou 3 ans, quand il manque de place. Il pensait probablement qu'il serait en sécurité ici indéfiniment. Il comptait peut-être revenir les chercher un jour. Tandis que les techniciens de la scène de crime inspectaient le casier et les alentours, Mark se surprit à observer la salle de repos des employés, visible depuis une porte, un espace si ordinaire, cafetière, réfrigérateur couvert d'avertissements de sécurité, table et chaises dépareillées. Jake Morrison était-il assis là à préparer son crime? Était-il revenu du meurtre de Sarah et avait-il déjeuné tranquillement avec ses collègues? Monsieur Mitchell, s'adressa Chen au garde forestier, nous aurons besoin d'une déclaration complète reprenant tout ce dont vous vous souvenez au sujet de Morrison. Avez-vous eu des interactions avec la famille, un comportement inquiétant? Bien sûr, acquiesça Mitchell sans hésiter. Mais, pour être honnête, il était si silencieux qu'il m'est difficile de me souvenir de grand-chose. Il est arrivé, a fait son travail, puis est rentré chez lui. Le genre d'employé qu'on remarque à peine. Quelque chose dans cette histoire dérangeait Mark, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Un employé du parc qui travaillait sur ces sentiers, qui connaissait tous les endroits cachés et les abris, qui pouvait se déplacer dans la nature sauvage sans attirer l'attention, c'était le profil parfait pour quelqu'un qui pouvait faire disparaître une mère et son enfant. Il faut fouiller le logement des employés, dit soudain Mark. Même si ça fait des années, il pourrait y avoir des traces. On s'y met déjà, lui assura Chen. On a des équipes qui se dirigent vers les anciens quartiers saisonniers. Si Morrison a oublié quelque chose, on le retrouvera.
Mitchell s'excusa pour retourner à ses tâches d'entretien, promettant de dresser une liste complète de tout ce dont il se souvenait concernant Morrison. En partant, Mark remarqua que le garde boitait légèrement, probablement à cause des années passées à parcourir ces sentiers accidentés. L'homme avait été d'une aide précieuse, restant même tard dans son service pour participer aux recherches. Dehors, Mark se tenait sur le parking, essayant de digérer la nouvelle. Ils avaient un nom, un visage pour son cauchemar. Jake Morrison le jeune, discret et oubliable Jake Morrison avait croisé Sarah et Ethan sur le sentier. Il avait fait quelque chose pour les séparer, il avait tué Sarah, caché son corps dans la source chaude et conservé ses bijoux comme trophée. Mais où était Ethan? Si Morrison prenait mon fils, dit Mark à Shane, qui l'avait suivi dehors, où irait-il? Comment cacher un enfant de 2 ans pendant 6 ans? C'est ce que nous allons découvrir, répondit fermement Shane. Le fait qu'il garde des trophées suggérait une certaine psychologie, il voulait des rappels. S'il prenait Ethan. Elle ne termina pas sa phrase, mais Mark comprit. Si Morrison avait gardé les bijoux de Sarah, il y avait une chance, aussi faible soit-elle, qu'il ait aussi gardé Ethan. Quelque part, Jake Morrison pourrait bien élever le fils de Mark comme le sien. Le collier boussole revint à l'esprit de Mark, le porte-bonheur de Sarah censé la guider jusqu'à chez elle. Au lieu de cela, il était resté enfermé dans l'obscurité pendant des années, tel un trophée de tueur. Mais maintenant, il pourrait bien être la clé pour retrouver leur fils. Je veux tout savoir sur Morrison, dit Mark. Ses relevés d'emploi, ses antécédents, toutes les photos que tu peux trouver. Si cet homme a mon fils, j'ai besoin de tout savoir sur lui. Shane hocha la tête. On se ressaisit maintenant. Pourquoi ne pas aller vous reposer à l'hôtel? L'enquête va être longue. Mais Mark savait que le repos était impossible, surtout quand ils avaient enfin une piste, enfin un nom. Jake Morrison avait commis une erreur en gardant ses trophées là où ils pourraient être retrouvés. Mark n'avait plus qu'à espérer qu'il en aurait créé suffisamment pour les mener à Ethan avant 6 ans. La maison de Mark semblait plus vide que jamais lorsqu'il franchit la porte à 21h, épuisé par le vol de retour pour Denver. L'inspecteur Shane avait insisté pour qu'il rentre chez lui pendant qu'il suivait des pistes sur Jake Morrison, promettant de l'appeler dès qu'ils auraient du nouveau. L'environnement familier ne faisait qu'accentuer l'absence de la voix de Sarah qui l'appelait depuis la cuisine. Les jouets d'Ethan étaient éparpillés sur le sol du salon. Il déposa son sac près de la porte et se dirigea vers son bureau, allumant son ordinateur portable. S'il ne pouvait pas être dans le Colorado en pleine recherche, au moins pouvait-il faire des recherches. Le nom de Jake Morrison n'a donné que peu d'informations en ligne, ce qui est frustrant, pas de profil sur les réseaux sociaux, pas d'adresse récente, juste quelques vérifications d'emploi qui ont abouti à une impasse en 2019. Le téléphone de Mark a vibré avec un SMS de Shane, les équipes qui vérifient les derniers contacts connus de Morrison dans l'Utah feront une mise à jour dans la matinée. Il a mis le téléphone de côté et a sorti son carnet de notes du voyage, passant en revue tout ce qu'ils avaient appris, les bijoux de Sarah dans le casier de Morrison, le départ soudain du jeune homme, la façon dont il avait apparemment disparu sans laisser de traces, emmenant peut-être Ethan avec lui. Mais quelque chose agaçait Mark en revoyant ses notes de recherche. Il avait noté le commentaire de Mitchell concernant le remplacement de la serrure du refuge d'Avalanche Creek 4 ans auparavant, car elle se bloquait constamment. C'était en 2020, après le départ de Morrison. Pourtant, Mitchell connaissait l'année exacte sans consulter aucun registre. Mark secoua la tête. Il réfléchissait trop, voyant des détails suspects là où il n'y en avait pas. Mitchell gérait l'entretien de tous les refuges bien sûr qu'il se souviendrait quand les serrures seraient remplacées. D'autres détails refirent surface en repensant à la journée, la façon dont Mitchell était resté à proximité pendant toute la recherche, toujours à portée de voix des communications policières, la façon dont il s'était immédiatement porté volontaire pour aider, s'immisçant dans l'enquête, ses souvenirs détaillés de Morrison, même s'il prétendait que l'homme était oubliable. Et il y avait autre chose, quelque chose que Mitchell avait dit au refuge, qui dérangeait Mark. Lequel? Il ferma les yeux, essayant de se rappeler les mots exacts. J'y pense chaque fois que je passe devant Morning Glory Pool.
Quel endroit magnifique pour cacher quelque chose d'aussi terrible. Cacher quelque chose de terrible non pas pour qu'un événement terrible se produise, ni où un événement terrible s'est produit, mais comme si c'était délibéré, planifié. Mark prit son téléphone et fit défiler la liste jusqu'au numéro de l'inspecteur Chen. Il hésita, le doigt sur le bouton d'appel. Que allait-il dire? Que le garde forestier serviable qui avait passé toute la journée à les aider avait utilisé une tournure un peu étrange. Mais le malaise persistait. Il appela. Chen ici. Inspecteur, c'est Mark Brennan. Je sais que ça peut paraître paranoïaque, mais j'ai pensé au ranger Mitchell. Et lui? Juste des détails, sa façon de formuler certains commentaires, le fait qu'il connaissait des détails précis sans consulter les archives. Il a été incroyablement serviable, peut-être même trop serviable. Chen resta silencieux un instant. Il n'est pas rare que les autorités locales s'immiscent dans les enquêtes, surtout dans les petites communes, mais je vais prendre note d'examiner ses antécédents plus en détail. A-t-il fait ou dit quelque chose de particulièrement inquiétant? Non, rien de concret. Je me raccroche probablement à n'importe quoi, car on se concentre sur Morrison. Le deuil et le stress peuvent nous faire percevoir des schémas qui n'existent pas, dit Chen doucement. Mais j'ai appris à faire confiance à l'instinct des membres de ma famille. Je demanderai à quelqu'un de vérifier discrètement où se trouvait Mitchell le 15 juillet, il y a 6 ans, juste pour être précis. Après avoir raccroché, Mark se sentit à la fois stupide et soulagé. Il semait probablement des soupçons inutiles, mais au moins Chen vérifierait. Il alla dans la cuisine préparer du café, sachant que le sommeil lui serait difficile malgré son épuisement. Son ordinateur portable a sonné, une notification par email. L'expéditeur était T. Mitchell. Objet, information sur G. Morrison. Tu devrais voir. Le pouls de Mark s'accéléra. Comment Mitchell avait-il pu avoir son adresse email? Puis il se souvint qu'ils avaient échangé leurs coordonnées pendant la recherche, au cas où quelqu'un se souviendrait d'autres détails. L'email était bref. Monsieur Brennan. J'ai parcouru d'anciens dossiers d'employés et j'ai trouvé des éléments inquiétants concernant Morrison. Je pense que l'inspecteur Chen devrait les consulter immédiatement. Je suis de retour à Denver ce soir pour une réunion demain. Puis-je passer brièvement? J'ai des carnets de travail qui montrent les missions de Morrison la semaine où ta famille a disparu. Tom Mitchell. Mark fixait l'écran. Mitchell proposait d'apporter des preuves concernant Morrison directement chez lui, le soir. Son instinct lui criait que quelque chose clochait. Mais et si le garde avait vraiment trouvé quelque chose d'important? Et si c'était la pause dont ils avaient besoin pour retrouver Ethan? Il pourrait rappeler Chen et lui demander d'être présente. Mais cela semblait excessivement paranoïaque pour quelqu'un qui n'avait été que serviable. Mitchell était lui-même un agent des forces de l'ordre, un garde forestier respecté avec 15 ans de service. Mark laissait l'épuisement et le désespoir obscurcir son jugement. Il répondit, « Je monte. Le café est prêt si vous en voulez. » Un peu plus tard, les phares éclairèrent les fenêtres de son salon. Mark regarda à travers les stores le camion de service des parcs de Mitchell s'engager dans son allée. Le garde forestier en sortit avec une chemise en papier craft et ce qui ressemblait à une petite boîte à preuves. Mark ouvrit la porte avant que Mitchell puisse frapper. « Merci d'avoir fait le déplacement. Entrez. » Mitchell entra avec l'assurance naturelle de quelqu'un à l'aise en toute situation. « J'espère ne pas être importun. Je sais qu'il est tard, mais j'ai pensé que vous voudriez voir ça immédiatement. Puis-je vous offrir ce café? » Mitchell posa son matériel sur la table de la cuisine et s'assit, observant autour de lui avec intérêt. Bel endroit. Très chaleureux. Mark versa 2 tasses d'eau à Mitchell, tandis qu'il ajoutait du sucre dans la sienne. Derrière lui, il entendit des papiers froissés lorsque le garde forestier ouvrit son dossier. J'ai donc comparé les missions de Morrison avec les journaux de bord de cette semaine-là, commença Mitchell. Il devait effectuer des travaux d'entretien sur le sentier Upper Lope le jour de la disparition de votre famille.
Il se trouvait donc à proximité immédiate de Morning Glory Pool. Mark se retourna avec les tasses à café et remarqua que Mitchell avait étalé sur la table plusieurs documents officiels, planning de travail, carnet de mission, feuille de temps. Tout semblait légitime, des preuves accablantes contre Morrison. C'est incroyable, dit Mark en posant la tasse de Mitchell devant lui et en s'asseyant avec la sienne. Comment se fait-il que les missions de Morrison n'aient pas été évoquées lors de l'enquête initiale? C'est une surveillance bureaucratique, dit Mitchell en buvant une gorgée de café. Différents services, différents systèmes de classement, des choses passent entre les mailles du filet. Il sortit un autre papier. Mais voilà le plus intéressant. Morrison a demandé cette mission spécifique et a échangé ses quarts avec un autre ouvrier pour être sur la piste ce jour-là. Mark se pencha pour examiner le document, sa tasse de café chaude entre les mains. Les informations étaient convaincantes, dépeignant Morrison comme un prédateur ayant planifié son crime. Il but une longue gorgée de café, sentant la caféine s'abattre sur son organisme épuisé. Il faut remettre ça à l'inspecteur Chen immédiatement, dit Mark en attrapant son téléphone. Mais sa main était étrangement lourde, ses mouvements lents. La cuisine sembla légèrement penchée. Mitchell continua de parler, la voix posée et calme. Vous savez, le problème avec Morrison, c'est qu'il était toujours trop visible, trop commode, le solitaire discret, le départ soudain. La vraie vie n'est généralement pas aussi simple. Mark essaya de se concentrer sur le visage de Mitchell, mais sa vision se brouillait. La tasse glissa de ses doigts engourdis, un liquide brun se répandant sur les documents. Qu'est-ce que tu as? Je suis vraiment désolé, Mark. La voix de Mitchell semblait lointaine malgré sa présence à l'autre bout de la table. Il fallait absolument que tu fasses part de tes inquiétudes à l'inspectrice, n'est-ce pas? Je l'ai vu prendre des notes sur la vérification de mes antécédents. C'était impossible. La pièce tournoya violemment. Mark tenta de se lever, mais ses jambes ne le soutenaient pas. Il s'affaissa sur le côté, à peine conscient que Mitchell se levait de sa chaise et se déplaçait autour de la table sans se presser. Ne résiste pas, dit doucement Mitchell en attrapant Mark avant qu'il ne touche le sol. C'est juste un sédatif. On a un long trajet devant nous, et j'ai besoin que tu acceptes. Tu vas revoir ton fils, Mark. C'est ce que tu voulais, Ethan, non? À travers le brouillard de ce que Mitchell lui avait révélé, ce nom perça. Son fils était vivant. Mitchell savait où il était. Mark essaya de parler, d'exiger des réponses, mais sa bouche refusait de prononcer des mots. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne le rattrape fut le visage buriné de Mitchell qui le regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à du regret. La conscience revint lentement, comme s'il émergeait d'une eau profonde. La tête de Mark lancinait. Sa bouche était comme du coton. Pendant quelques instants désorienté, il ne se souvint plus où il était. La surface sous lui était dure et froide, un parquet, pas son lit. Ses poignets étaient liés dans le dos par ce qui ressemblait à des serre-câbles, et ses chevilles étaient également entravées. Des souvenirs lui revinrent en force, Mitchell dans sa cuisine, le café drogué, la promesse terrifiante de revoir Ethan. Mark força les yeux à s'ouvrir, clignant des yeux à cause de la faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres sales. Il se trouvait dans une cabane, pas un abri d'urgence du parc, mais quelque chose de plus ancien, de plus isolé. Les murs étaient en rondins de bois brut, les interstices colmatés par du béton. Un poêle à bois froid était installé dans un coin. L'unique pièce sentait le moisi et autre chose, quelque chose qui lui retournait l'estomac, de la nourriture périmée, des corps sales, l'odeur d'une habitation humaine prolongée. « Ah, vous êtes réveillé » dit Mitchell près de la porte. Le garde était assis sur une chaise en bois, toujours en uniforme, l'air aussi calme que s'il partageait un café au poste. Le sédatif a été soigneusement dosé. Vous êtes inconscient depuis environ 3 heures. Où sommes-nous? Demanda Mark d'une voix rauque. Le vieux chalet de chasse de mon grand-père, à une vingtaine de kilomètres de tout sentier, complètement isolé. Mitchell se leva et s'approcha pour vérifier les attaches de Mark avec une efficacité professionnelle. Je ne peux pas te laisser te détacher. Pas encore.
tu as tué Sarah, dit Mark. Ce n'était pas une question, le visage de Mitchell se crispa. Ce n'était pas censé arriver. Rien de tout cela n'aurait dû se passer comme ça. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la forêt sombre. Ma femme Rebecca et moi essayions d'avoir des enfants depuis 5 ans. 3 fausses couches. La dernière, un mois avant juillet, a failli la tuer. La dépression qui a suivi, elle a tenté de se suicider à 2 reprises. Mark testa ses liens, mais ne trouva rien à redire. Alors tu as volé les miens. Je n'avais rien prévu, se retourna Mitchell, l'air presque implorant de comprendre. Ce matin-là, je vérifiais les abris, comme je te l'ai dit. Le temps s'est dégradé ou une cellule orageuse inattendue. J'étais au refuge d'Avalanche Creek quand ta femme est arrivée en courant avec Ethan. Elle avait peur, la foudre était proche. Elle a demandé s'il pouvait attendre avec moi. Le garde forestier se mit à faire les 100 pas, perdu dans ses souvenirs. Ethan était parfait, 2 ans, ses boucles blondes, il m'appelait de Monsieur Ranger de sa douce voix. Il jouait avec ma radio, faisait semblant d'appeler des renforts. Sarah riait, disant qu'il adorait tous ceux qui avaient des boutons. Tellement confiants, tous les deux. Espèce de malade, grogna Mark. Je ne voulais faire de mal à personne, dit Mitchell d'une voix plus forte. Mais Sarah a mentionné que tu avais le mal du pays, que personne ne savait exactement où ils allaient. La tempête a empiré. Elle a décidé de rester pour la nuit plutôt que de risquer une randonnée avec Ethan par ce temps-là au pas de réseau pour te prévenir. Le cœur de Mark battait fort tandis qu'il reconstituait les dernières heures de sa femme, cherchant la sécurité dans la tempête, faisant confiance aux gardes forestiers qui faisaient le choix judicieux de protéger leur fils. J'ai appelé Rebecca par satellite, a poursuivi Mitchell. Je lui ai parlé de ce magnifique petit garçon qui avait besoin d'un foyer, sa mère ne pouvait pas s'occuper correctement de lui et le laisser partir en randonnée par mauvais temps. Rebecca était tellement excitée. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait à nouveau vivante. Sarah était une excellente mère, cracha Mark. Peut-être, concéda Mitchell, mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à redonner espoir à Rebecca. Ses mains se crispèrent et se desserrèrent. Après qu'Ethan se soit endormi, j'ai essayé de convaincre Sarah de nous laisser l'adopter. Je lui ai parlé de nos difficultés, de nos pertes. Elle a été compréhensive, mais a bien sûr refusé. C'est à ce moment-là que Mark a pu combler les vides, dans cet abri isolé, sans aucun témoin à part un bambin endormi. Mitchell avait fait son choix. J'ai utilisé une prise de sommeil. Elle n'a pas souffert, la voix de Mitchell devint monotone. Ensuite, il a fallu que je trouve une solution. J'ai enveloppé son corps dans une bâche provenant des provisions du refuge, j'ai mis des pierres avec elle et je l'ai portée jusqu'à Morning Glory Pool avant l'aube. Les sources chaudes détruiraient toute preuve. J'ai pensé prendre ces bijoux comme preuve de sa disparition, je comptais les cacher sur quelqu'un plus tard. Pauvre Jack, dit Mark. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise personnalité ou le bouc émissaire idéal en cas de besoin. Mitchell sourit. J'ai gardé ces objets pendant des années, attendant le bon moment. Quand ils ont découvert les restes de Sarah, j'ai su qu'il était temps de détourner les soupçons. Où est mon fils ? demanda Mark. Mitchell regarda sa montre. Rebecca va bientôt l'amener, avec tout le matériel nécessaire pour s'occuper de toi. Elle connaît la vérité depuis le début, aide-moi à créer l'histoire de l'adoption, à lui teindre les cheveux, à le cacher pendant les premiers mois. Elle a été une mère merveilleuse pour lui ces 6 dernières années. Il s'appelle Ethan, pas Owen, comme vous l'appelez. Nous, on l'appelle Owen Mitchell. La voix de Mitchell s'adoucit. Il est heureux. Bon élève. Il adore le foot. Il veut devenir garde forestier comme son père. Il ne se souvient ni de toi ni de Sarah. Pour autant qu'il sache, Rebecca et moi sommes tout son univers. Le bruit d'un véhicule qui approchait fit se diriger Mitchell vers la fenêtre. Les phares balayèrent les arbres. Pleine heure. Maintenant, tu vas rester calme et tranquille. Rebecca apporte le matériel, bâche, chaud, pelle.
Owen est dans la voiture. On lui a dit qu'on irait vérifier la vieille cabane, on pourrait y passer la nuit. Au moindre bruit de ta part, on va devoir traumatiser le garçon en lui montrant des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Mark entendit des portières et des voix. Une voix féminine, douce, puis son cœur faillit s'arrêter la voix d'un jeune garçon, plus grave que dans ses souvenirs, mais indéniablement celle d'Ethan. Son fils était juste dehors, vivant, à portée de main mais incroyablement loin. La porte de la cabine s'ouvrit. Une femme entra la première, la quarantaine, les cheveux grisonnants et le regard froid qui évaluait la situation avec un calme acquis. Elle portait un grand sac de sport qui émettait des cliquetis inquiétants. « Est-il en sécurité ?» demanda-t-elle à Mitchell, d'une voix professionnelle. Très serrée. « Où est Owen ?» Dans le camion avec son iPad. Je lui ai dit qu'on allait vérifier la présence de souris dans quelques minutes. Rebecca posa le sac et l'ouvrit pour révéler une bâche bleue pliée, des bouteilles de produits chimiques et d'autres fournitures. On aurait dû faire ça il y a des années, quand il a commencé à poser des questions sur l'autre femme. Le sang de Mark se glaça, ils avaient déjà fait ça auparavant. À travers la vitre sale, Mark pouvait voir le camion garé dehors, une petite silhouette illuminée par la lumière intérieure 8 ans maintenant, concentrée sur ce qui passait sur son écran. Même à cette distance, malgré ses cheveux teints, Mark savait que c'était son fils. Il a bien réfléchi avec l'iPad, a déclaré Mitchell. Combien de temps cela va-t-il l'occuper ? J'ai téléchargé un nouveau jeu avant de partir. Ça devrait nous donner au moins 1 heure. Rebecca enfila des gants en latex avec une efficacité déconcertante. Où l'emmène-t-on ? Il y a un vieux puits de mine à environ 5 km au nord. Dénivelé de 30 mètres, inondation au printemps. Le temps que quelqu'un trouve quelque chose, il n'en restera plus grand-chose. Tu as tué d'autres personnes, s'étrangla Mark. Rebecca rit d'un rire glacial. Un seul. Un randonneur qui en a trop vu il y a 5 ans, qui a reconnu Owen grâce à une vieille affiche de disparition dans une station-service. Tom n'est pas le seul à protéger notre famille. On est une équipe, dit Mitchell en s'approchant pour aider sa femme à préparer la bâche. On est partenaires en tout. Quand j'ai ramené Ethan à la maison ce soir-là et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas hésité. Elle a dit que nous avions reçu un cadeau et que nous ferions tout ce qu'il fallait pour le garder. Mark testa désespérément ses liens. Son fils jouait dehors, ignorant que ses parents s'apprêtaient à assassiner son vrai père, les mêmes qui avaient tué sa mère étaient sur le point de le rendre orphelin. S'il te plaît, tenta Mark. Tu as ce que tu voulais. Tu as Ethan. Lâche-moi. Je disparaîtrai, je ne te recontacterai plus jamais. Vous avez déjà dit à cet inspecteur que vous vous méfiez de Tom, interrompit Rebecca. Non, monsieur Brennan, vous auriez dû laisser le passé enfoui comme votre femme. Un bruit extérieur les figea tous, des portières de voitures claquant, plusieurs véhicules. Rebecca se précipita à la fenêtre, le visage blême. Police, entendit Mark à travers la vitre tandis que les policiers prenaient position. Son cœur bondit, puis retomba en voyant Owen sortir du camion, désorienté par cette soudaine activité. Le garçon resta figé entre la cabine et les voitures de police, son iPad lui tombant des mains. « Owen !» cria Rebecca. « Remonte dans le camion !» Mais le garçon est resté là, pris dans le chaos qui se développait, tandis que les haut-parleurs de la police crépitaient et que ses parents se préparaient à une confrontation qui allait complètement briser son monde. Tom Mitchell lança l'inspecteur Chen dans un mégaphone. Ici la police. La cabane est encerclée. Envoyez Mark Brennan et le garçon, puis sortez avec vos mains visibles. Comment ? Siffla Rebecca en serrant les bouteilles de produits chimiques. Nous avons été prudents. Mitchell regarda par la fenêtre, fusil à la main. Le téléphone de Brennan. Ils ont dû le localiser ici, ou sa voiture à la maison. Chen savait qu'il me soupçonnait. Mark ressentit une bouffée d'espoir. Chen avait pris son inquiétude au sérieux et l'avait surveillé. Lorsqu'il s'était tu après la visite de Mitchell, elle avait agi. Maman.
Papa. La voix d'Owen résonna de l'extérieur, aiguë et effrayée. Qu'est-ce qui se passe? Remettez-le dans le camion, ordonna Mitchell. Mais Rebecca se dirigeait déjà vers la porte. Owen, mon chéri, monte dans le camion tout de suite, cria-t-elle en essayant de garder une voix calme. Ferme les portes et ne bouge pas. Par la fenêtre, Mark pouvait voir la petite silhouette de son fils courir vers le véhicule, visiblement terrifié. Les policiers restèrent en position, ne voulant pas traumatiser davantage l'enfant. On peut encore s'en sortir, dit Mitchell, sa formation de garde forestier prenant le dessus. La vieille route forestière derrière, si on arrive à atteindre le camion avec des policiers partout. Rebecca perdait son sang-froid. Tom, on est encerclé. Ensuite, nous négocions. Nous prenons Brennan en otage. Mark rit amèrement depuis le sol. Négocier? Vous avez assassiné ma femme. Vous avez kidnappé mon fils. Vous avez tué un autre randonneur. Que pensez-vous pouvoir négocier, au juste? Tais-toi. Rebecca lui donna un violent coup de pied dans les côtes. C'est ta faute si tu avais laissé les choses tranquilles. Si j'avais laissé mon fils aux assassins de sa mère. Mark a craché du sang. Jamais. Mitchell vérifiait ses munitions, ses mouvements étaient rapides et professionnels. Ils ne savent rien de Stevens. La mort de ce randonneur a été qualifiée d'accidentelle, si tant est qu'on puisse dire. Le téléphone dans la poche de Mitchell sonna. Il regarda l'écran. C'était le numéro de chaîne. Réponds, insista Rebecca. Vois ce qu'ils veulent. Mitchell mit le haut-parleur. Inspecteur Tom, ça ne doit pas forcément mal finir. La voix de Shane était calme mais ferme. Envoyez Monsieur Brennan. Parlons-en. Il n'y a rien à dire, répondit Mitchell. Vous avez émis des hypothèses basées sur les délires paranoïaques d'un père en deuil. Nous avons des preuves, Tom. Les bijoux de Sarah Brennan avec vos empreintes digitales, pas celles de Morrison. Des images de vidéosurveillance vous montrant accédant à ce casier à plusieurs reprises au fil des ans. Vos relevés de location de chalet montrent que vous étiez ici, et non au refuge. Le matin du 15 juillet, il y a 6 ans. Rebecca et Mitchell échangèrent un regard. Mark vit le moment où ils comprirent que les murs se rapprochaient. Que veux-tu? Demanda Mitchell. Envoie Brennan et le garçon. Ensuite, toi et Rebecca, sortez, mains visibles. C'est fini, Tom. N'aggrave pas les choses. Pire? Mitchell rit sèchement. Tu veux prendre notre fils? Ce n'est pas ton fils, dit Shane fermement. C'est Ethan Brennan, et il mérite de connaître la vérité. Rebecca a attrapé le téléphone. Ce garçon ne se souvient même pas de ses parents biologiques. Nous sommes la seule famille qu'ils connaissent. Vous voulez détruire sa vie? Vous l'avez détruite en assassinant sa mère. Shane répondit, Rebecca, je sais que tu as peur, mais pense à Owen. Ethan, veux-tu que son dernier souvenir de toi soit une fusillade? Qu'il se souvienne des bons moments, pas de ça. Mark vit le visage de Rebecca se déformer de rage et de chagrin. Pendant 6 ans, elle avait vécu son rêve, une famille heureuse, un fils aimant. Maintenant, tout s'effondrait. Il n'y a pas eu de bons moments, cria Mark au téléphone. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque histoire du soir reposait sur le meurtre de ma femme. Vous n'êtes pas ses parents. Vous êtes les monstres qui ont tué sa vraie mère. Mitchell leva le fusil vers Mark. Encore un mot. Un projecteur LED a soudainement traversé la fenêtre, les aveuglant. Dans cet instant de désorientation, ils ont entendu la porte du camion s'ouvrir à l'extérieur. Non, hurla Rebecca. Owen, reste dans le camion. Mais à travers le chaos, Mark entendit la voix de son fils. Plus près, maintenant. Maman. Papa, j'ai peur, l'appela le policier. Recule, rugit Mitchell en se retournant vers la porte. Tout se passa en même temps.
Rebecca se précipita vers la porte pour rejoindre Owen. Mitchell, aveuglé par le projecteur, brandit son fusil avec frénésie. Mark roula brusquement sur sa gauche, utilisant son corps ligoté pour faire trébucher Rebecca, qui percuta Mitchell. Le coup de feu retentit ou le bruit assourdissant dans la petite cabane. Des éclats de bois jaillirent de l'encadrement de la porte. Dehors, les officiers crièrent des ordres et Owen hurla, un cri qui déchira le cœur de Mark. Coup de feu! Coup de feu! Cria quelqu'un dehors. Mitchell peinait à retrouver son équilibre, mais des grenades lacrymogènes s'écrasèrent contre les vitres. La fumée emplit instantanément la cabine, étouffante et aveuglante. Mark ferma les yeux, retenant son souffle, sentant Rebecca trébucher sur lui alors qu'elle tentait d'atteindre la porte. Owen, hurla-t-elle à travers le gaz. Mon bébé. Des mains puissantes saisirent Mark, l'entraînant vers l'air frais. Il haleta lorsque l'air frais de la nuit lui frappa les poumons, clignant des yeux à travers ses larmes en voyant les officiers tactiques envahir la cabine. Mitchell et Rebecca ont été forcés de se mettre au sol, les policiers les maîtrisant alors qu'ils se débattaient et criaient après leur fils. Ethan est sain et sauf, dit Shane en apparaissant aux côtés de Mark tandis que les médecins coupaient ses liens. On l'a emmené à l'ambulance. Il est terrifié, mais indemne. Les bras de Mark hurlèrent lorsque la circulation sanguine revint, mais il se força à se redresser. Je dois le voir bientôt. Prévient les médecins. Mark la dépassa et trébucha vers l'ambulance où il aperçut une petite silhouette enveloppée dans une couverture. Son fils était assis sur le pare-choc de l'ambulance, une policière agenouillée à ses côtés, lui parlant doucement. Le visage du garçon était strié de larmes, tout son corps tremblait. Voyant Mark approcher, il recula. C'est lui, chuchota Owen à l'officier. C'est l'homme qu'ils avaient ligoté. Est-ce une mauvaise personne? Mark s'arrêta à quelques pas, le cœur brisé. Derrière lui, il entendit Mitchell et Rebecca lire leurs droits, qui continuaient à crier à propos de leur fils, de leur famille, de leurs droits. Mais tout ce que Mark pouvait voir, c'était le garçon de 8 ans terrifié qui ne le connaissait pas du tout. Non, mon chéri, dit doucement l'officier à Owen. Il n'est pas méchant. En fait, il te cherche depuis très longtemps. Tu me cherches? La confusion se mêlait à la peur dans ses yeux familiers. Pourquoi? Mark s'agenouilla lentement, se faisant plus petit, plus discret. Parce que je t'aime, dit-il simplement. Et tu m'as manqué chaque jour. Owen le fixa du regard, puis reporta son regard vers l'endroit où ses parents étaient embarqués dans des voitures de police. L'univers du garçon volait en éclats, tout ce qu'il avait cru voler en éclats. Mark ne voulait rien d'autre que le prendre dans ses bras, mais il resta immobile, laissant son fils gérer ce moment impossible. Ils ont dit que tu étais méchant, murmura le garçon. Ils ont dit? Je sais, dit doucement Mark. Ils t'ont raconté beaucoup de choses fausses, et ça va être très difficile à comprendre. Mais je te promets qu'on trouvera une solution ensemble quand tu seras prêt. La nuit était rythmée par les sirènes, les conversations radio et les policiers en train d'examiner la scène. Mais à cet instant, seul Mark et son fils, séparés par 1 mètre et 6 ans de mensonges, entamaient le long chemin du retour vers la vérité. Les Mitchell sont en cours de traitement au comté, l'informa Shane. Tous deux sont accusés de meurtre, d'enlèvement et de complot. Tom a complètement craqué lors de son interpellation, mais Rebecca maintient qu'ils n'ont rien fait de mal, qu'ils ont sauvé Ethan de parents négligents. Elle est délirante, dit Mark d'un ton neutre. Shane consulta ses notes. Les aveux de Mitchell concordent avec ce qu'il vous a dit au chalet. Il a tué votre femme au refuge, mais Rebecca était pleinement complice dès le moment où il a ramené Ethan à la maison. Elle l'a aidé à se teindre les cheveux, à inventer la couverture de l'adoption, l'a caché. Quand ce randonneur a reconnu Ethan il y a 5 ans, c'est Rebecca qui l'a poussé du haut de la falaise, tandis que Tom se créait un alibi ailleurs. Mais comment Sarah s'est-elle retrouvée à Morning Glory Pool? Mitchell y est retourné 3 nuits plus tard lors de sa patrouille habituelle. Il lui fallait un endroit où le corps ne serait jamais retrouvé ou, s'il était retrouvé,
ne fournirait aucune preuve exploitable. Il savait que les sources chaudes détruiraient l'ADN, les empreintes digitales, tout. Morning Glory était parfait, profond, isolé. Sa teneur en minéraux décomposerait rapidement la matière organique. Mark se sentait mal à l'idée d'imaginer Mitchell revenir pour déplacer le corps de Sarah, cherchant le meilleur endroit pour cacher son crime. Tandis que Mark cherchait frénétiquement sa famille, chaîne poursuivie, les faux papiers d'adoption étaient l'œuvre de Rebecca. Elle avait une cousine qui avait travaillé dans les services aux familles des années auparavant et qui connaissait suffisamment le système pour créer des documents crédibles. Ils ont raconté à leurs voisins qu'ils avaient adopté par arrangement privé. Au bout d'un an, lorsque les recherches se sont arrêtées et que ses cheveux ont été entièrement teints, ils ont commencé à présenter Owen comme leur fils. Ils ont tout planifié ensemble, a dit Mark, nauséeux. Le plus troublant, c'est qu'ils semblent se prendre pour de bons parents. Tous deux insistent sur le fait qu'ils ont offert à Ethan une vie meilleure que celle qu'il aurait eue. Les évaluations psychologiques vont être intéressantes. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Des visites supervisées pour commencer, une thérapie par le jeu pour l'aider à digérer la vérité à son rythme, et finalement, si tout se passe bien, une intégration progressive dans votre vie. Mais, Monsieur Brennan, vous devez vous préparer. Il ne se souviendra peut-être jamais complètement de ses premières années avec vous et Sarah. Par la fenêtre d'observation, Mark pouvait voir son fils avec une assistante sociale et le docteur Martinez. Ethan était assis, voûté sur une chaise, les bras autour de lui, l'air complètement perdu. Les deux personnes en qui il avait une confiance absolue étaient en prison pour meurtre. Son monde était un mensonge. Je peux le voir, demanda Mark. Le docteur Martinez hésita un instant. Il s'est renseigné sur les Mitchell, il veut savoir s'ils vont bien. Il n'est pas prêt à vous accepter comme père, mais vous voir pourrait l'aider à comprendre que vous n'êtes pas l'ennemi qu'ils vous ont décrit. Mark entra lentement dans la pièce. Ethan leva ses yeux douloureusement familiers, se rapprochant de l'assistante sociale. « Salut », dit doucement Mark, assis en face d'eux. « Je sais que tu es effrayé et perdu. Je voulais juste que tu saches que je te cherche depuis très longtemps, et que dès que tu seras prête, si tu veux parler ou poser des questions, je serai là. » Ethan l'observa longuement. Le policier dit, « Tu es mon vrai père. » Oui, murmura Ethan, les larmes aux yeux, et mes parents. Ils ont tué quelqu'un. La douleur dans sa voix était dévastatrice. C'est très compliqué, dit prudemment Mark. Les médecins vont nous aider à tout comprendre ensemble, d'accord? Ce qui compte pour l'instant, c'est que tu sois en sécurité. Mais je les aime, murmura Ethan. Ils me lisent des histoires, m'emmènent camper et me préparent des crêpes le samedi. Comment peuvent-ils être méchants s'ils m'aiment? Mark hocha légèrement la tête, puis se tourna vers l'assistante sociale. C'était un congédiement, mais il accepterait ce qu'il pourrait obtenir. Son fils était vivant, traumatisé, désorienté, mais vivant. Tout le reste pourrait être réglé avec le temps. En quittant la pièce, Mark pensa à Sarah, elle aurait géré la situation avec beaucoup plus de grâce et de sagesse. Mais elle n'était pas là, assassinée par un homme désespéré qui avait volé leur fils. Il aura besoin de votre patience, dit doucement le docteur Martinez à côté de lui. Laissez-le pleurer la seule vie qu'il ait connue, tout comme vous pleurez les années perdues. Ce ne sont pas les retrouvailles dont vous rêviez, mais c'est un début. Mark hocha la tête, observant par la fenêtre son fils, Ethan, quel que soit son nom, commençait lentement à assimiler son monde brisé. Le chemin serait long pour se retrouver. Mais après 6 ans de vide, Mark retrouvait enfin espoir.